Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI. Voici les titres de cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier jeudi au palais présidentiel Sa Majesté Nana Akua-Boni II, reine du royaume baoulé. La reine Nana Akua-Boni II est allée traduire au chef de l'État sa gratitude ainsi que celle de tout le peuple baoulé pour la part prépondérante qu'il a prise dans les obsèques du 13e roi des Baoulés. Un mort, un disparu, c'est le bilan du drame survenu hier jeudi 4 octobre sur le pont de Gaulle. Un véhicule de type fourgonnette qui a fait une sortie de route au niveau de ce pont s'est retrouvé dans la lagune. Après les recherches qui se sont terminées tard dans la nuit, les sapeurs-pompiers militaires ont pu retirer l'épave des eaux avec à son bord un occupant sans vie sur les deux probables. Et cette année, le prix Nobel de la paix récompense le Congolais Denis Mukwege, le réparateur des femmes, et Nadia Mourad, ancienne esclave sexuelle de Daesh. Le prix honore la lutte contre les violences sexuelles lors des conflits. Nous vous le disions dans nos titres, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier jeudi au palais présidentiel Sa Majesté Nana Akua-Boni II, reine du royaume baoulé. Elle était accompagnée de tous les chefs du canton baoulé. L'audience a été sollicitée par la reine Nana Akua-Boni II en vue de traduire au chef de l'État sa gratitude ainsi que celle de tout le peuple baoulé pour la part prépondérante qu'il a prise dans les obsèques du 13e roi des Baoulés, Sa Majesté Nana Akua-Boni II. Le président de la République, pour la circonstance, avait à ses côtés le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano et de la Culture Maurice Kwaku-Badaba. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, lui a pris part mercredi dernier à la résidence d'Allemagne à la célébration du jour de l'unité allemande, la fête nationale de ce pays. La Côte d'Ivoire et l'Allemagne ont réaffirmé leur volonté de nouer un partenariat fort, très fort, sur Roudiantele Lorciné à Ouattouré. La fête nationale allemande, encore appelée Jour de l'unité, est célébrée depuis 1990, le 3 octobre, date anniversaire de la réunification de l'Allemagne après plus de 40 ans de séparation. Un jour historique commémoré à Abidjan, à la résidence d'Allemagne, sous le signe du renforcement de la coopération ivoiro-allemande. La réunification a servi à fortifier l'Allemagne. Elle a profité aux citoyens de l'Est comme citoyens de l'Ouest et nous a mis nous fourni une nouvelle base de coopération avec le monde, donc avec le Côte d'Ivoire aussi. Nous sommes fiers de cette réunification de l'Allemagne. C'est un exemple pour nous les Ivoiriens. Deux pays qui ont été divisés pendant de très longues années avec des différends beaucoup plus importants que ceux que la Côte d'Ivoire a connus. Donc c'est un exemple à suivre pour notre pays. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a pour sa part relevé l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. On a une coopération avec l'Allemagne qui est très importante. On a, je crois, 545 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux. C'est un pays qui est dynamique et le président a visité l'Allemagne 2 fois en visite officielle. Et je pense que les choses vont continuer. C'est une coopération qui se renforce. La coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne s'articule principalement autour des secteurs de l'électrification rurale, des énergies renouvelables et agroalimentaires. Un mort et un disparu, c'est le bilan du drame survenu hier jeudi 4 octobre sur le pont de Gaulle. Un véhicule de type fourgonnette qui a fait une sortie de route au niveau de ce pont s'est retrouvé dans la lagune. Après les recherches qui se sont terminées tard dans la nuit, les sapeurs-pompiers et militaires ont pu retirer l'épave des eaux avec à son bord un occupant sans vie sur les deux probables. Le reportage de Guillaume Zéré commenté par Sylvie Touré. Ces images sont celles de l'une des caméras de surveillance du pont des Gaules. 15h14, une fourgonnette fait une sortie de route, percute les barrières métalliques de sécurité avant de plonger dans la lagune. Quelques minutes après le drame, les forces de police et les sapeurs-pompiers militaires sont sur les lieux pour tenter de sauver les éventuelles victimes.
Les recherches se poursuivent jusqu'à tard dans la nuit et sur le coup de minuit, le véhicule est entièrement sorti de l'eau. Les informations contradictoires nous faisaient penser soit à un mini-car de transport, un Gbaka, ou bien un véhicule, une camionnette. Donc on ne savait pas trop à quoi on s'attendait. Mais certaines recherches nous ont permis de retrouver vraiment le type de véhicule par les caméras de vidéosurveillance. Donc on était assuré qu'il s'agissait d'une fourgonnette. Maintenant, le nombre de personnes à l'intérieur, on n'avait aucune information là-dessus. Les recherches se sont poursuivies, mais on a pu localiser l'épave. Une fois l'épave localisée, un corps a été trouvé dedans, mais il était coincé. Donc il s'agit maintenant de faire sortir le véhicule avec le corps à l'intérieur. C'est ce qu'on vient de faire. Et selon les dernières informations que nous avons eues de quelqu'un qui connaît le propriétaire du véhicule, il y aurait au départ du véhicule 2 personnes. Donc il se pourrait qu'un deuxième corps soit retrouvé d'ici quelques jours, quelque part sur le plan d'eau. Pour cette opération qui a duré 9 heures, ce sont une centaine de personnes et des renforts civils qui ont été mobilisés. Dans cette lagune ébriée bien trouble, la manœuvre n'a pas été de tout repos. L'opération était très difficile à cause d'abord de la visibilité dans la lagune qui est nulle. On ne voit pas à 2 cm. Et ensuite, le courant. Le courant est très fort dans la lagune. On ne l'imagine pas, mais il est très fort. Donc ces 2 facteurs-là ont rendu l'opération très délicate. Un corps repêché, identifié comme étant l'apprenti. Le chauffeur de la fourgonnette reste introuvable. L'enquête ouverte s'attellera à trouver la cause de ce drame qui s'est produit là où le 10 juin 2016, un camion de ramassage d'ordures avait plongé, faisant un mort et un disparu également. Toute autre chose à présent, bientôt les élections locales. Il est fêta de fin d'année dans le cadre du renforcement du dispositif sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. La police nationale a procédé hier jeudi au lancement de l'opération Épervier 4. Plus de détails avec Olivier Eriebi et Sidonie Wakadavila. Après l'opération Vacances sécurisées 3 qui a pris fin le 11 septembre dernier, le bouclier de sécurisation du territoire national se remet en marche. Place désormais à l'opération Épervier 4. Lancée ce jeudi par la police nationale, elle s'étend jusqu'aux portes des vacances scolaires 2019. Cette opération vise principalement à sécuriser les élections locales et les fêtes de fin d'année. L'opération Épervier 4, dont le lancement a lieu ce jour, vise à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, lutter contre les incivilités, les installations anarchiques des gares routières, la prolifération des fumoirs, lutter contre le trafic illicite des drogues et stupéfiants, lutter contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi, rechercher et démanteler les gangs armés et autres bandits pour les conduire devant le parquet. Chers collaborateurs, je vous engage à travailler avec professionnalisme, à faire preuve de courtoisie, de rigueur, de veiller à renforcer la confiance police-population. Le conseil municipal de Cocody, dont la commune a abrité la cérémonie de lancement, soutient l'opération de sécurisation par une dotation en carburant et des moyens de mobilité. L'opération va durer environ 8 mois sur l'ensemble du territoire national. Les forces armées, la police, le CCDO et la gendarmerie sont engagés pour la bonne marche de Épervier 4. Pour rappel, l'opération Vacances sécurisées menée par la police nationale à l'occasion des vacances scolaires 2017-2018 a permis la destruction de 295 fumoirs, la saisie de 14 armes à feu, de 412 armes blanches, de 517 munitions, l'interpellation et le déferment de 408 personnes devant les juridictions pénales.
Les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire sont prévues pour le 13 octobre prochain. Les différents candidats sont depuis le 28 septembre sur le terrain pour les campagnes électorales en vue d'un scrutin participatif et sans violence. Les ONG du domaine des élections en Côte d'Ivoire ont choisi d'apporter leur contribution au maintien de la paix, de la stabilité et de la cohésion dans tout le pays. Olivier Eriebi, Alexis Ouedraogo. Pour plusieurs Ivoiriens, élection rime quelque peu avec tension. Nous avons beaucoup souffert, on n'aimerait pas que ça se répète. Nous voulons que les choses se passent bien en Côte d'Ivoire parce que nous avons vécu des difficultés. Une situation qui interpelle les ONG locales et internationales, intervenant surtout dans le domaine des élections, à l'exemple du NDI. Nous considérons les élections locales à venir comme des élections importantes dans le cadre du renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous allons accompagner le processus électoral, notamment les élections de 2018, avec les partenaires de la société civile ivoirienne, avec les acteurs politiques et les institutions. WANEP a en charge la commune d'Abobo. Et à Bobo, nous allons rencontrer les populations. Nous allons leur expliquer pourquoi il est important qu'elles sortent massivement voter, pourquoi il est important qu'elles votent juste, qu'elles sachent comment voter et pourquoi il faut qu'elles votent dans la paix. Et pour faire des périodes électorales des moments de tranquillité, une arme, la sensibilisation. Sensibiliser acteurs du scrutin et population pour renforcer la cohésion sociale, mais aussi accroître le taux de participation. Les jeunes s'inscrivent de moins en moins sur la liste électorale. Donc pour nous, il était important qu'une campagne soit menée à leur endroit pour leur permettre de s'inscrire massivement. Cela a permis de rehausser légèrement le taux d'inscription des jeunes sur la liste électorale qui pour nous est importante. Nous sommes en train de mener une campagne de sensibilisation baptisée « Je suis ami de la République, je suis pour les élections municipales et régionales apaisées ». Éviter que ces élections soient entachées de violence. Après l'ouverture de la période des campagnes, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, à travers l'Observatoire de la Solidarité, s'invite sur les lieux de meeting. Objectif, veiller au bon ton. L'Observatoire a des moniteurs sur le terrain. Nous observons particulièrement les actions politiques dans le cadre du processus électoral. De façon générale, la plupart des têtes de liste, les candidats appellent à des élections pacifiques. Au niveau des partisans, nous constatons quand même certains écarts qui ne sont pas bien, notamment le fait de déchirer les affiches. Nous pouvons dire jusqu'à la date de ce jour qu'il n'y a pas eu de violence extrême conduisant à des dégâts. À l'heure où les candidats affûtent leur stratégie, la société civile aussi, avec en tête le Forum des confessions religieuses, monte au créneau et appelle à plus de responsabilités. À l'issue du scrutin du 13 octobre 2018, que les vainqueurs aient le triomphe modeste, que les vaincus tirent leçon de leur défaite en ne privilégiant que la paix, rien que la paix pour l'intérêt de la nation ivoirienne. Nous a laissé une seule religion, la paix. Pratiquons-la durant les journées de campagne et de vote. Les hommes entrés sont aussi la cible de ces campagnes. La coordination africaine des droits de l'homme s'attaque à la Grande Muette. Qu'il est de la préoccupation toujours de la CADA de doter les soldats d'instruments nécessaires qui leur permettent d'éviter autant que possible la violation des droits humains et des libertés publiques dans l'exercice ou à l'occasion de leur travail et surtout en période électorale et post-électorale. Le 27 septembre dernier, à minuit, la campagne pour les élections couplées du 13 octobre a ouvert ses portes. Le fair-play pour la préservation de la cohésion sociale doit être de rigueur. Alexis Ouedraogo se communique avant de poursuivre cette édition. La commission électorale indépendante constate que depuis l'ouverture, le 28 septembre 2018, de la campagne électorale pour les élections régionales et municipales couplées du 13 octobre prochain, aucun incident majeur n'a été signalé. Elle note toutefois quelques incidents mineurs et isolés. Du reste, dans certaines circonscriptions, notamment des actes de vandalisme contre des affiches de
candidats. Aussi, la commission électorale indépendante rappelle-t-elle aux populations que tous les candidats sont libres de battre campagne dans le respect des dispositions légales en vigueur dans notre pays. Elle en appelle donc au sens de responsabilité, au civisme des populations, des candidats et de leurs états-majors et les invite à s'abstenir de tout acte contraire aux valeurs de la démocratie et de nature à faire peser des menaces sur la paix en cette période électorale. Elle voudrait rappeler enfin que toutes les dispositions ont été prises pour assurer des élections équitables, apaisées et sécurisées partout sur le territoire national. La campagne électorale pourra reprendre son cours dans le village d'Anono. Le préfet du district d'Abidjan était en visite dans le village suite aux affrontements du mardi 2 octobre relatifs à un litige foncier. Les villageois en colère avaient interdit le déroulement de la campagne dans le village. Il a appelé les populations au calme et à l'apaisement. Christian Dago, Salimatou Dia. 11h, ce mercredi 3 octobre, le préfet d'Abidjan arrive à la chefferie d'Anono village. Cette visite intervient suite aux échauffourées de la veille entre villageois et les éléments de la gendarmerie nationale. Le préfet Vincent Toby Irié est là pour apaiser les esprits. Il s'est entretenu avec la notabilité du village pendant plus d'1 heure sur le conflit foncier opposant les autochtones à Tiemo Kouyade Koulibaly, se réclamant propriétaire de 5 hectares de terrain dans le village d'Anono. Le préfet du district d'Abidjan a demandé aux populations de laisser la justice ivoirienne trancher ce litige. Il promet de prendre des dispositions sur le plan administratif pour la résolution du conflit. Vous savez le fonctionnement de la République. Les cours et tribunaux traitent des dossiers. Et il n'y a pas d'interférence dans le travail de la justice. Et donc les dossiers sont en cours de traitement au niveau de la justice et les décisions ont été rendues. Des actions aussi ont été entreprises du côté de la chefferie. Nous demandons que sur la partie administrative, sur la partie qui concerne nos compétences, il y ait un début de discussion qui est un compromis pour maintenir le calme malgré cette situation. Nous sommes en période de campagne électorale. Il n'est pas bon que des candidats n'aient pas accès à certains territoires, à certaines circonscriptions, en raison d'une crise locale. Après la rencontre avec le préfet, je pense qu'il y a eu beaucoup de points de satisfaction. On s'est compris, on est tombé d'accord sur certains points. Mais l'avenir aussi nous dira le reste. Mais en même temps, on appelle toute la population du village d'Anono à avoir raison gardée parce que nous sommes sur ce dossier. On ouvre les portes d'Anono à tous les candidats de mener véritablement leurs activités au niveau même des campagnes électorales. Ce conflit foncier qui a fait 12 blessés dure depuis 20 ans. Les alliances interethniques et autres mécanismes traditionnels de prévention et de résolution de conflits consolident la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Malheureusement, cela est peu connu des jeunes. L'UNESCO, en collaboration avec le PNUD et l'UNICEF, ont décidé de travailler pour la valorisation et la connaissance de ces outils de cohésion sociale. Soro Corona, RTI Boaké. Les alliances interethniques et autres mécanismes traditionnels de prévention et de résolution de conflits, éléments culturels de consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ces éléments importants du patrimoine culturel immatériel de la Côte d'Ivoire sont peu connus de la jeunesse ivoirienne. Depuis 1999, des travaux de recherche et d'inventaire sur les alliances interethniques et autres mécanismes traditionnels de prévention et de résolution de conflits sont effectués sur le terrain. L'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en collaboration avec le PNUD et l'UNICEF, a rendu public les résultats de cet inventaire à Yamoussoukro. Nous avons lancé cette étude qui a permis d'inventorier l'ensemble des pratiques traditionnelles en matière d'alliances interethniques et de voir comment, avec le ministère de la Culture, le système des Nations Unies peut utiliser les messages qui sont sortis de cette étude pour promouvoir la paix à travers la sensibilisation, l'information et avoir davantage de personnes qui adhèrent à cela. Cet atelier a réuni plusieurs chercheurs et experts. Au thème des travaux, des perspectives ont été dégagées pour les missions à venir. La création de centres pilotes de valorisation des alliances interethniques
la sensibilisation par les médias, une intensification de la recherche scientifique sur les alliances interethniques et enfin l'extension de l'inventaire des alliances interethniques à tout le pays. Pacte de non-agression signé entre les ancêtres des différents peuples de Côte d'Ivoire, les alliances interethniques mettent un accent particulier sur les plaisanteries et permettent de maintenir la paix et la cohésion sociale. Les pays africains ont initié depuis le 1er octobre à Grand Bassam des exercices pratiques et des ateliers pour asseoir un système de cybersécurité efficace. Ces exercices devront permettre de renforcer la coopération internationale entre les acteurs opérationnels. L'enseignant Bakayoko. Le cyberespace est devenu un environnement de guerre aux côtés des forces terrestres, aériennes et maritimes. Selon les experts, les cyberattaques et autres cybercrimes ne sont plus confinés aux seules économies développées ou à des marchés ciblés tels que le secteur financier. Leur portée est devenue véritablement transversale. Et bien que les pays avancés puissent être plus mûrs pour répondre à cette telle menace, les économies en développement ou émergentes comme les nôtres représentent toujours des cibles idéales. Il s'agit donc aujourd'hui de minimiser l'impact de cette guerre électronique, d'où le soutien de l'Union internationale des télécommunications pour transférer le savoir-faire et les connaissances au pays. De nombreuses initiatives sont en effet prises actuellement en matière de sécurité et de protection des systèmes. Je pense notamment à la mise en œuvre de l'audit réglementaire, à la certification des systèmes d'information des personnes morales, l'identification, la cartographie et le plan de protection des infrastructures critiques. Des initiatives qui rentrent dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre l'insécurité informatique. À défaut de pouvoir garantir une sécurité à toute épreuve contre les attaques malveillantes, il fallait nécessairement développer des fortes capacités de résilience afin d'atténuer au mieux les impacts de ces incidents. En Afrique, ce sont plus de 25 pays qui ont bénéficié de l'appui de la communauté internationale des télécoms pour mettre en place leur équipe nationale de réponse aux incidents. Parmi eux, la Côte d'Ivoire. Bientôt une taxe carbone en Côte d'Ivoire. La mesure prend effet à partir de 2020. Elle concerne dans un premier temps 3 secteurs, l'énergie, le transport et la foresterie. Une rencontre interministérielle a eu lieu hier jeudi pour étudier la faisabilité de ce projet. Adrienne Grascando. La taxe carbone consiste à prélever des frais de 5 à 10% sur tous les produits potentiellement polluants, carburants, électroménagers. Les secteurs concernés sont donc l'énergie, le transport et la foresterie. Ce projet, dénommé Initiative Taxe Carbone en Côte d'Ivoire, entrera dans sa phase active à partir de 2020. Percevoir la taxe carbone comme un outil de gouvernance vers des technologies propres et d'encouragement de nos industries à l'utilisation de l'énergie renouvelable. La taxe carbone contribuera à réduire les dommages sur la santé causés par la pollution atmosphérique. Instaurer une taxe carbone qui, en même temps qu'elle permet de renflouer les caisses de l'État, ne bride pas l'évolution de la création de richesses. De notre point de vue, au niveau du secrétariat d'État au budget, nous sommes extrêmement intéressés par les conclusions qui sortiront de ce dialogue, parce qu'elle devrait nous permettre de définir la fiscalité à mettre en place en matière environnementale pour les 5 ou 10 années à venir. Pour la mise en œuvre de ce projet, la Côte d'Ivoire bénéficie déjà de l'appui financier de la Banque mondiale. La structure a fait don de 250 millions de francs CFA pour accompagner cette initiative. La Côte d'Ivoire est déjà un leader en matière de politique climatique et en s'intéressant à la tarification du carbone, elle devient pionnière dans ce domaine dans la sous-région. Le rôle de la Côte d'Ivoire est donc crucial pour attirer d'autres pays africains. La taxe carbone vise la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Elle s'inscrit dans le cadre des engagements pris par la Côte d'Ivoire lors de la COP21 à Paris.
Elle participe de la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Des responsables des États membres de la CEDEAO et leurs partenaires techniques étaient ici à Abidjan. Ils ont échangé sur le bilan, les contraintes de mise en œuvre de l'accord d'Abidjan signé en 2009 sur les menaces environnementales liées à la pollution atmosphérique. Didier Nguessan, Salimatou Dia. Définir un plan d'action et une feuille de route pour appliquer l'accord d'Abidjan sur l'amélioration de la qualité de l'air. Voici l'objectif qui réunit à Abidjan plusieurs spécialistes de l'environnement venus de la CEDEAO. Ce plan d'action devra, mesdames et messieurs, intégrer la nécessité de la prise en compte des avantages mutuels de la réduction de la pollution atmosphérique dans tous les secteurs de l'économie. Pour une réduction des gaz à effet de serre. L'accord d'Abidjan de 2009 porte sur la réduction des dépenses énergétiques et du soufre dans le carburant, de même que les polluants issus du transport. 9 ans plus tard, le bilan, les contraintes et les opportunités de financement de cet accord s'imposent. Aujourd'hui, plus que jamais, le recentrage de nos actions en tenant compte des dites opportunités s'impose à nous si nous voulons atteindre des objectifs réalistes et concrets qui impactent positivement sur la qualité de vie de nos concitoyens. En novembre 2017, un plan de gestion des déchets dangereux et des produits chimiques a été validé ici même à Abidjan. Ce plan sera soumis en décembre prochain aux organes statutaires, en l'occurrence le Conseil des ministres et le sommet des chefs d'État de la CEDEAO. La pollution de l'air provoque chaque année 7 millions de décès dans le monde selon l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement. La 4e édition de l'African Rethink Award organisée dans le cadre du Land of African Business Lab a lieu du 3 au 5 octobre à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan. C'est un espace d'échange de décideurs et d'entrepreneurs qui militent pour l'avenir et le changement de l'Afrique. Sephora Zegui, Hugues Hervé Blé. Pendant 3 jours, 28 porteurs de projets défendent leur business model devant un parterre d'investisseurs, chefs d'entreprise et experts. C'est à l'occasion de l'African Rethink Award, dénicheur de solutions pour l'Afrique, une plateforme qui ambitionne de valoriser et accompagner les initiatives innovantes des jeunes Africains. Fil conducteur de cette 4e édition, l'Afrique, futur royaume de l'innovation. Les jeunes entrepreneurs africains ont un talent immense. Ils sont porteurs d'initiatives rafraîchissantes, brillantes, innovantes. Et le concept du Lab, c'est justement de mettre autour de la table tous ces acteurs qui sont porteurs d'espoir, porteurs d'initiatives, et de les présenter au secteur privé, au secteur public, afin justement de consolider leur développement et d'aider ces jeunes à développer leur business. Notre jeunesse doit laisser tomber tous les complexes, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine industriel, que ce soit dans le domaine des services, il y a de la place. Et donc, à travers de telles initiatives, nous créons les cadres justement pour nous adapter, j'allais dire, au temps. À cette édition, plusieurs start-up du continent, soutenues par le Lab, vont se challenger à travers un pitch pour mieux présenter leurs projets. Le Land of African Business, un forum qui intéresse aussi la France, une délégation du Conseil présidentiel pour l'Afrique a effectué le déplacement. Moi, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, l'innovation, elle est ici en Afrique. Et la France, comme l'Europe et les autres pays du monde, ont beaucoup à apprendre de la jeunesse, des jeunesses africaines. Je suis toujours admirative et honorée de pouvoir parler avec ces jeunes et surtout faire remonter ce qu'ils font au niveau de la présidence française. La clôture du Lab 2018 sera sanctionnée par la remise du prix African Rethink Award, ARA, qui honore les meilleures initiatives entrepreneuriales de l'année qui répondent efficacement aux problématiques de l'Afrique.
La fondation Friedrich Naumann, fondation allemande pour la politique libérale, a célébré hier jeudi ses 60 ans d'existence. Cette fondation contribue à la promotion de la liberté, de la dignité humaine et de la paix dans le monde. Cette année, le prix Nobel de la paix récompense le Congolais Denis Mukwege, le réparateur des femmes, et Yazidi Nadia Mourad, ancienne esclave sexuelle de Daesh. Le prix honore la lutte contre les violences sexuelles lors des conflits. Et nous allons terminer avec cette information. La première dame des États-Unis d'Amérique, Melania Trump, a visité une école primaire hier jeudi au Malawi, deuxième étape d'une tournée africaine qui lui a valu les félicitations de son époux Donald Trump, le président américain. Rappelons que Melania Trump fait ses débuts sur la scène internationale. Hugues Hervé a supervisé cette édition. Merci aux techniciens, à la réalisation et merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur RTI1.